j'ai jamais fait de prospection. Je suis jamais allée sur un site, les sites qui sont dédiés pour les intérieurs designers, pour poser mon CV. Je l'ai jamais fait. Donc ça a toujours été en fait ma communauté Instagram, Facebook, qui a toujours poussé FH un peu plus loin, qui a recommandé, etc. et qui m'a permis de faire de belles choses. Donc il faut pas négliger. Bonjour Lucrèce et merci de te prêter à l'exercice de l'interview. Est-ce que tu veux bien te présenter déjà pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? D'accord. Salut, je suis Lucrèce, architecte d'intérieur et décoratrice, la fondatrice de FH Agency, qui est du coup un cabinet d'architecture d'intérieur et de décoration. Alors, comment tu fais pour te retrouver dans l'architecture d'intérieur quand on sait qu'à la base, ça n'a rien à voir avec ta formation initiale? Alors oui, effectivement, moi je suis de formation en ingénierie géophysique et génie civil. Du coup, en fait, je me suis lancée, c'est vraiment par passion. Ça fait plus de 5 ans déjà. C'est un proche qui est venu chez moi et qui du coup a apprécié la décoration qu'il y avait dans mon appartement et qui m'a du coup confié de faire la décoration de son appartement. Et c'est de là que l'aventure a démarré. Après, je me suis lancée dans les réseaux sociaux. J'ai commencé à communiquer sur mon travail et après, ça a pris de l'ampleur. Oui, parce qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, tu es une petite star, entre guillemets, sur les réseaux. Tu as une vraie communauté qui te suit. Et ça te passionne vraiment de faire ça. Alors, tu sais, moi j'ai eu une théorie sur la passion, parce que je pense qu'il ne faut pas suivre sa passion. D'accord, voilà, ça dis-moi. commence bien. Je pense qu'il faut suivre ses talents. C'est une différence importante. On peut être passionné de quelque chose dans lequel on n'est absolument pas talentueux, naturellement. Et je pense que les talents, les appétences, on est avec. C'est des choses que Dieu nous donne. Et que quand tu exerces dans le domaine de ton talent, parce que je pense que les gens parlent souvent de passion, mais quand tu exerces dans le domaine de ton talent, là, tu n'as pas de limite en fait. Là, tu ne vois pas le temps passer, ainsi de suite. J'ai plutôt l'impression que toi, quand on voit le travail que tu fais, en fait, c'est plutôt ton talent, l'architecture. Maintenant, ça peut aussi être ta passion, mais il est évident que tu es talentueuse là-dedans. Oui, c'est une très belle remarque que tu fais et qui a tout son sens. Parce qu'effectivement, quand j'essaye de voir, même par rapport à mon background, j'ai toujours été dans un univers où l'art du beau, c'était ce qui primait. Par rapport à ma maman, j'étais le petit commis de la maison qui faisait les petites décorations depuis très jeune, à partir de 8 ans, je pense même un peu moins. Donc, c'est un univers dans lequel j'ai toujours su me mouvoir. Et après, il faut savoir qu'à cette période-là au pays, parce que moi j'ai grandi au Gabon et je suis venue ici après du coup la prépa maths physique que j'ai fait au Gabon. Donc on n'avait pas forcément cette connaissance du domaine de l'architecture d'intérieur qui est très en vogue aujourd'hui et de la décoration. On s'orientait plus vers des métiers conventionnels. Donc pour moi c'était sûr, je devais être ingénieur dans le domaine du pétrole, rentrer au pays, travailler chez Total, quelque chose comme ça. Et après, en venant, en fait, je savais même pas ce que c'était l'entrepreneuriat, en fait. Je savais pas du tout. Donc oui, le talent, effectivement, quand j'essaye de voir par rapport à mon background, c'est quelque chose qui a toujours été présent. Et grâce à Dieu, j'ai pu faire quand même de belles choses là-dedans. Alors du coup, revenons quand même un peu effectivement à ce métier d'architecture d'intérieur. J'ai quand même l'impression, tu me diras ce que tu en penses, que c'est un métier qui, alors, dans la communauté noire et encore plus en Afrique, est très peu valorisé. C'est-à-dire que les gens vont souvent se dire « je vais payer quelqu'un pour qu'il vienne me dire comment je dois mettre le meuble chez moi ». Non mais c'est vrai, quand on y pense, je vais payer quelqu'un pour qu'il vienne me dire quelle couleur je dois mettre à gauche à droite. Comment tu fais déjà, est-ce que tu es confronté à ça, au fait que les gens ne valorisent pas le boulot et que même ceux qui veulent faire appel à tes services, ils ont tendance à sous-estimer ton apport? Est-ce que tu as été confronté à ça? Et si oui, comment tu fais pour expliquer aux gens que, en fait, non, ce qu'on fait là, c'est super important? En fait, c'est marrant parce que je t'avoue que j'ai pas été confrontée à ça. Je pense que de manière naturelle, les gens, quand ils viennent, parce que ça commence par le compte Instagram, c'est de là que tout démarre. Et ce qu'ils ont pu voir par rapport à ma manière de gérer les choses, de décorer, etc., ils se sont dit, en fait, cette personne-là, elle est capable de pouvoir me transformer mon intérieur et comme j'aime le dire, le franciser. Donc, on n'a
pas mal de projets quand même un peu partout en Afrique, pas juste au Gabon où je suis originaire. Et on n'a jamais eu cette problématique de clients qui étaient complètement fermés au domaine de l'architecture. Après, il faut savoir que c'est quand même un métier qui est nouveau. C'est pas pour rien que j'ai organisé une masterclass aussi au pays pour essayer de communiquer davantage sur ce métier. Le métier qu'on connaît plus, c'est l'architecture construction, mais l'architecture d'intérieur, c'est vraiment autre chose. Mais oui, j'ai pas forcément eu de difficulté à pouvoir en fait m'imposer et dire bah voilà, en fait vous avez absolument besoin d'un architecte d'intérieur, ne me contactez pas après avoir construit votre maison pour que je puisse en fait remarquer des petits couacs qu'il y a. Contactez-moi en avant du projet pour que vraiment je puisse vous accompagner durant toutes les phases de ce dernier. D'accord, oui, effectivement. Après, il faut dire que tu as la double casquette. Tu es déjà ingénieur en génie civil. C'est ça, oui. Donc ça aide énormément. Oui, oui. Je ne pense pas que quelqu'un de classique dans le métier peut avoir tout le recul que tu as pour intervenir déjà en amont de la construction. Ce qui est pourtant très important parce qu'au final, on ne s'en rend pas compte, mais des choix qu'on aurait pu faire au début, sur la disposition d'un mur, totalement. Ça change énormément de choses. Totalement. Alors, les gens, aujourd'hui, dans l'architecture, est-ce que ça fait vivre? Ça rapporte assez d'argent? Ça dépend pour qui. Pour toi? C'est sûr. Moi, en toute sincérité, les 2 premières années, comme tout entrepreneur, quand je me suis lancée, il était difficile de pouvoir générer du vrai cash. Parce que, comme tu l'as dit, lorsqu'on est très passionné, parce que là, je ne vais pas parler du talent, mais beaucoup plus passionné, tu comptes pas tes heures, tu te retrouves ça m'arrivait de rester sur des chantiers à minuit pour être payé pour peanuts, pas grand-chose, mais pour moi, c'était pas prépondérant dans le sens où j'étais cadre en fait dans une entreprise dans le domaine pétrolier. Donc, même si je gagnais pas forcément, en fait, je voulais juste vivre ma passion. Oui. Donc, c'est après les 2 ans que j'ai commencé à remarquer que ça prenait de l'ampleur. On s'est vu confier de plus gros projets. Beaucoup plus de personnes aussi ont commencé à s'abonner, à nous recommander. Et c'est 2 ans après, du coup, ça fait 5 ans que je suis là-dedans. Donc, c'est 2 ans après que j'ai commencé à me dire « Ah ouais, mais en fait, je peux bien en vivre. » Et aujourd'hui, oui, j'en vis vraiment très, très bien. Très, très bien. Tu peux nous donner un ordre d'idée, histoire que les gens se... Alors, après, ça dépend du volume de projet. Moi, j'enregistre quand même pas mal de projets dans le mois. On peut aller sur 10 cas mensuels. Donc, après, tu multiplies par 12. Ça te fait une fourchette. Donc, il y a plusieurs types de projets. Il y a des projets où on est vraiment sur de la construction à long terme. Donc, on peut être sur 3 ans, 2 ans. Il y a des projets plus condensés, donc des projets de rénovation ou encore des coachings. Mais majoritairement, on a du clé en main, donc des rénovations et constructions. C'est là en fait que tu gagnes plus et que tu t'exprimes le mieux. Oui. Tu sais ce que tu as dit sur les 2 ans, pour moi, c'est très important parce que j'en discutais encore ce matin avec une architecte avec qui je travaille sur un projet dont je parlerai plus tard. On parlait du fait qu'il est très important quand on lance son entreprise de ne pas être obsédé par le fait de vouloir gagner tout de suite. Oui, totalement. Et ça, c'est une erreur que je vois énormément de personnes faire. C'est-à-dire que tu as une expertise, tu lances ton business et très tôt, tu veux commencer à gagner beaucoup d'argent. Alors qu'en fait, au début, l'objectif, c'est d'asseoir ton nom, d'avoir de l'expérience et puis d'avoir des projets. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, même si la décoration d'intérieur, c'est quelque chose que tu aimes bien, dans lequel tu es doué, tu n'as pas encore suffisamment de projets que tu peux montrer aux gens. Le portfolio. Le portfolio. Voilà. Et quand tu as pris ces 2 années, effectivement, toi, tu ne les as pas vus comme ça parce que tu avais ton boulot à côté. Ça, c'est peut-être l'un des intérêts, en fait, de lancer un business avec son boulot à côté. Totalement. C'est que tu n'as pas la pression tout de suite de devoir gagner beaucoup avec ce business-là. Mais ça t'a permis de bâtir ton portfolio. Et ça, c'est fondamental. Et ce portfolio-là, 2 ans après, tu as commencé à le valoriser. Alors oui, c'est très, très intéressant ce que tu dis. La liberté financière est un objectif plus atteignable que tu ne le penses. Mais tu continues à réfléchir sur les moyens possibles pour assurer ton avenir et celui de tes enfants. Sur comment profiter de la vie, ne plus être stressé au quotidien, sur tes fins de mois trop serrées ou être réduit à payer des factures qui ne s'arrêtent pas. Ce qu'il te faut, ce n'est nécessairement pas de longues années d'études. Alors, apprends à investir en bourse et obtiens ta liberté financière.
Easy Finance Academy t'accompagne avec l'éducation et le mentorat d'un expert qui a fait ses preuves pendant 14 années dans le secteur financier. Dès maintenant, télécharge gratuitement les 10 secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs sur www.easyfinanceacademy.com. C'est marrant parce qu'il y a quelques semaines, j'en parlais aussi avec ma communauté, dans le sens où aujourd'hui les gens sont très effectivement focus sur les chiffres. Et on passe à côté de beaucoup de choses. C'est sûr que moi, je ne pourrais pas recommander à une personne qui a un boulot stable de se dire, en fait, je balance tout et je me lance comme ça. C'est un peu bête parce que même avoir son boulot stable, avoir ce statut de salarié, ça aide en fait. C'est un levier pour pouvoir aussi investir dans son business. Moi, j'ai énormément investi dans FH, que ça soit au niveau de la com, que ça soit au niveau du matos, que ça soit au niveau des caméras, de l'équipe qu'on a constituée. Et tout ça, en fait, ça a été possible dès le départ parce que j'avais aussi de bons revenus en tant que cadre. Et oui, j'avais pas forcément cette pression-là de me dire « Ah, mais en fait, absolument, je dois faire du chiffre, etc. » J'étais vraiment très focus passion, je vivais ma passion. Et ça m'a permis de pouvoir enregistrer de beaux projets, de pouvoir constituer un beau portfolio, de pouvoir bien communiquer sur ces projets-là, même si je pense que je suis pas, j'ai pas fait tout ce que j'aurais aimé faire, voilà. Mais oui, mais après d'un autre côté, il faut aussi savoir que ça limite dans le temps parce que l'activité de salarié et d'entrepreneur, c'est pas facile pour tout le monde. Il faut avoir cette faculté-là de pouvoir organiser son temps au mieux, pouvoir déceler comment je fais en fait si j'ai un rendez-vous, si j'ai des clients, si j'ai des chantiers à suivre, etc. Quel est le type de projet aussi à accepter par rapport à sa situation. Donc il faut vraiment définir en fait son marché, tout simplement. Et je pense que ça c'est le b.a.-ba de tout entrepreneur avant de se lancer et de se dire que c'est un process en fait. C'est comme un enfant, quand il naît, il rampe pas. Après, il va commencer à ramper, il va marcher, il va parler. Donc, il faut accepter en fait toutes les phases de ce process et se dire, en fait, à un moment donné, ça va payer. Si vraiment je suis bon dans ce que je fais, si je suis excellent, parce que pour moi, c'est vraiment l'excellence, si je suis excellent dans ce que je fais, à un moment donné, forcément, la lumière viendra sur moi, en fait. Alors, du coup, c'est très, très, très intéressant. Comment tu fais aujourd'hui pour gérer, par exemple, les objections des clients sur tes prix ? C'est-à-dire que tu n'es pas la moins chère du secteur. Quand quelqu'un vient te voir et te dit voilà, j'ai vu ce que tu fais, est-ce que tu pourrais me faire une proposition, une offre et que par exemple tu fais ton offre, tu l'envoies et la personne te dit, j'imagine que c'est déjà arrivé, ouais c'est cher. Comment tu fais pour faire passer tes prix ? Alors, déjà mes prix ils sont affichés sur le site internet. Ah, ok. Pour commencer. Et donc en fait, ça permet déjà de faire un filtre naturel. Au début, quand je me suis lancée, j'avais peur en fait de me dire en fait comment je vais faire pour facturer, parce que il faut savoir aussi que un architecte d'intérieur A n'a pas le même prix qu'un architecte d'intérieur B. Donc c'est vraiment vaste et le tout dépend de l'expérience, de la qualité de service et aussi en fait du SAV qui est donné derrière. Moi jusqu'à minuit, 2h, 4h du matin, je discute avec les clients et je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes en fait dans ce domaine qui puissent faire ça. C'est énormément de sacrifices. Donc lorsque j'ai restructuré la boîte, donc il y a à peu près 3 ans, je me suis dit on va gagner en temps, on va afficher les prix. De manière normale, on connaît mon travail, on a la possibilité de voir sur le site internet, sur les réseaux, donc on sait quel type la qualité qui est fournie et cette qualité-là, elle a un prix. Voilà. Donc aujourd'hui, par rapport à avant, j'ai moins de personnes qui vont me dire « Ah, mais en fait, est-ce qu'on peut négocier ?» Mais vraiment, encore hier, je discutais avec une qui a son appartement en VFA qui va sortir en 2024. Quand j'ai fait la facturation au mètre carré, parce que le prix il est affiché au mètre carré, on était sur un total de 4 500 €. Et elle me dit « Ah, mais est-ce qu'on peut négocier pour 4 000 €? Je lui ai dit en fait, c'est simple, il suffit d'enlever peut-être une pièce que vous allez peut-être faire plus tard. Et là, tout de suite, c'est passé, on a signé. Donc, je pense qu'il faut connaître sa valeur. Et se dire, en fait, moi, c'est ça mon prix, en fait. Très intéressant, ça. C'est-à-dire que elle avait un budget de 4 000 et plutôt que de baisser tes tarifs, tu as diminué le périmètre de travail. C'est ça.
Très, très, très astucieux. Et c'est passé. Et c'est passé, ouais. C'est une très, très, très bonne idée. Ouais, non, c'est très intéressant. Alors maintenant que tu es entrepreneur, en plus tu es épouse, tu es mère. Ouais. Donc ça fait beaucoup de casquettes. J'entends souvent des femmes dire oui, mais moi j'ai déjà des enfants, je ne peux plus me lancer. Philippe, toi tu peux faire des choses parce que tu es un homme, tu n'es pas une femme. Tu as déjà peut-être entendu ce genre d'excuses aussi. Comment tu réagis quand tu entends une femme dire ça? En fait, je vais juste reprendre des termes qui me sont envoyés très souvent par la communauté et qui me disent, en fait, à chaque fois que j'entends une personne se plaindre, je l'envoie sur ton compte pour pouvoir voir en fait tout ce que tu es capable de faire en une journée. Je pense que les femmes, on a la possibilité, et à la différence des hommes, de pouvoir gérer énormément de choses in the same time. On est beaucoup plus, je ne vais pas dire polyvalente, mais vous êtes plus monotâche. Donc, c'est un peu marrant, ce discours-là. C'est un cliché. Non, c'est la vérité. En fait, moi, je le vois avec mon compagnon, c'est vraiment monotâche. Le mec, quand il fait un truc, il est très focus là-dessus. Tu lui demandes de faire autre chose, mais en fait, ça ne va plus. Son univers, il est totalement... il est déboussolé. Okay. Alors que moi, je vais m'occuper des enfants, je vais lancer le dîner, je vais en même temps préparer un meeting que j'ai avec un client. Voilà, je vais faire plusieurs choses. Après, j'ai ma petite fille dans les pattes. Donc, je pense que nous, on a cette force-là de pouvoir faire plusieurs choses en même temps et il faut en prendre conscience. Pour moi, ce sont des excuses pour ne pas se lancer. Ce sont des excuses pour essayer de se dire, peut-être se convaincre que je ne vais pas y arriver pour ne pas se challenger plus. Mais en fait, il faut se dire juste que j'ai des facultés. S'il y a une autre personne qui est capable de le faire, pourquoi pas moi? Humainement, on est fabriqué pareillement. Il faut juste chercher la force, la niaque qu'on a en soi et la faire ressortir ensuite. Très intéressant. Du coup, j'aimerais bien que tu nous parles aussi de ton aventure sur Internet parce que finalement, moi j'aime beaucoup ta stratégie. Beaucoup de personnes négligent Internet et pourtant des cas comme le tien ou le mien démontrent que Internet peut te permettre, si tu prends ça au sérieux, de bâtir un empire. Parce que au final, tu l'as dit toi-même, tu as commencé chez toi, tu as aidé quelqu'un, ensuite tu es venu sur Internet, tu as commencé à montrer ton travail de manière organique, sans payer de publicité. Les gens ont vu ce que tu faisais, ils ont commencé à te suivre et cette communauté par la suite est devenue ta clientèle au fur et à mesure. Exactement. Tu y avais pensé au départ? Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Déjà, mon compte Instagram, parce que c'était un compte privé qui ensuite s'est transformé en compte pro. Et aujourd'hui, on voit bien que ça reste quand même toujours avec ce côté un peu lifestyle aussi. Moi, je n'y avais pas pensé. Le seul truc auquel j'avais pensé, et là-dessus, avec mon chéri, on s'était posé, on s'est dit, c'est le nom de la structure. C'était le seul truc. Je savais pas qu'aujourd'hui, franchement, rien n'était calculé, mais vraiment pas du tout. Je voulais juste montrer ce que je faisais. J'ai toujours été très manuelle. Donc, du coup, je faisais plein de do-it-yourself. Je créais des meubles pour chez moi, pour des clients. Je faisais beaucoup de tableaux d'art. Et tout ça, ça fait en sorte que les gens, en fait, se sont attachés aussi à ma personne. Ah oui. Et je crois que ça joue beaucoup. Ça n'a pas de valeur. Ouais. Et aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus de facilité à me faire confiance parce que derrière, elles savent aussi que je suis une personne qui est perfectionniste. Ça peut être un boulet, mais des moments, c'est une très bonne qualité. Et à côté de ça, qui veut toujours que tout soit bien fait et excellent. Donc, c'est un gage de qualité. Et je pense qu'avoir communiqué aussi sur ma personne, sur ce que je faisais, a permis de pouvoir asseoir aussi la structure parce que lorsqu'on est passé en société, j'ai commencé à communiquer autant pour moi sur le travail qui a été fait, en fait derrière on savait que c'était Lucrèce. Et même quand j'ai présenté de nouveaux collaborateurs, on s'est dit en fait ces personnes-là, on va faire confiance à ces personnes-là parce qu'on sait que derrière c'est Lucrèce. Et c'est pareil pour les recommandations que je fais de marques, etc. Lorsque je recommande une marque, on sait derrière que, en fait, si Lucrèce y allait, il y a de fortes chances, en fait, que ça se passe bien. Non, mais c'est une très, très bonne, c'est un très bon point parce que beaucoup de gens pensent là aussi que quand tu fais du business, et ça, c'est un point qu'on va beaucoup développer. Je ne sais pas si tu le sais, mais le 28
mai, on fait une formation en marketing digital à Paris. Super. Et c'est un samedi? C'est un samedi, oui. Ok, bah écoute. Si vous voulez voir Lucrèce, venez le 28 mai. Mais fondamentalement, l'idée en fait, c'est de faire comprendre aux gens la puissance du contenu organique. La puissance, c'est-à-dire que pour moi, je pense que c'est la meilleure stratégie marketing au monde. Il n'y a pas mieux que ça. Ça a l'inconvénient de prendre du temps, mais toutes les bonnes choses prennent du temps. Ouais. Comme je dis souvent, il y a quelqu'un qui avait dit un jour, c'est pas parce que tu couches avec 9 femmes que tu vas avoir un bébé en 1 mois. C'est 9 mois. Et les bonnes choses prennent du temps. Et voir ça, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que dans 5 ans, tu auras encore plus de ventes, encore plus. Parce qu'en fait, plus ta communauté va croître, plus tu auras de prospects. Plus tu auras de prospects, plus tu auras de clients. Plus tu auras des clients, plus tu auras de recommandations. Et ainsi, le cycle va aller en s'agrandissant. Exactement. Et le business va aller en grandissant. Et je vois beaucoup de gens qui, pour des raisons d'ego personnel, parfois tuent leur business. C'est-à-dire que la personne dit « Oui, non, j'ai pas envie de venir sur Internet. Alors qu'elle a un compte perso, sur son compte, elle prend des photos, on la voit partout. Mais quand il s'agit du boulot, la même personne va te dire « Non, je veux pas qu'on me voit. » Il faut expliquer pourquoi, mais je suis d'accord avec toi que moi, en tout cas, quand je suis venu sur Internet, j'avais déjà cette stratégie-là. De créer du contenu, oui, je savais qu'il fallait créer du contenu gratuit parce qu'au final... Tu t'es lancé depuis combien de temps? 2018. Oui, c'était 2017. Ouais. C'est sûr que c'est... Et le contenu organique a bouleversé tous mes business. Parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que au final, quand tu parviens à avoir une crédibilité auprès des gens, on associe tout ce que tu vas faire à ça. Bah oui. Tout ce que tu touches. Totalement. C'est Lucrèce qui fait au home, c'est elle qui fait déco, c'est elle qui fait architecture. Dès que tu touches quelque chose, on associe l'image, positive ou négative, hein. On associe tout de suite l'image que tu as. Et puis Simon Sinek dit souvent que les gens n'achètent plus à cause de ce que tu vends. Les gens achètent aussi à cause du why. Pourquoi tu fais ça? Et l'un des intérêts, même si tu ne t'en es pas rendu compte, c'est qu'à force de communiquer sur ce que tu fais, les gens ont compris et ont adhéré en fait au pourquoi tu fais les choses. Mais je pense que je m'en suis rendu compte ces dernières années. Lorsque j'ai les différents retours, je me dis ah ouais, en fait, c'est quelque chose que j'ai peut-être négligé dès le départ, mais qui aujourd'hui, franchement, il y a des choses, des moments où je suis très surprise et je remercie Dieu pour ça. Donc oui, il faut pas avoir peur en fait de se montrer. Après, on se montre de plusieurs manières. Il suffit de définir en fait le cercle qu'on a. Après, il ne faut pas trop penser stratégie aussi parce que je pense que ça se ressent lorsque la personne est trop orientée stratégie et c'est quelque chose qui peut aussi repousser d'autres personnes. Et en fait, la communication, c'est tout un art. Moi, j'adore la communication, mais vraiment, j'adore la communication. Je ne savais même pas que... En vrai, ce sont des domaines que j'ai appris dans le tas. Tu sais, quand tu te lances, comptabilité, communication, photographie, tout à l'heure, tu parlais des réglages. Donc, c'est un domaine qui est tellement beau. En fait, on peut tout faire. Quand on est créatif, on peut faire énormément de choses. Et c'est une grosse force, en fait. C'est une grosse force parce que ça permet de ne pas faire de prospection. Moi, j'ai jamais fait de prospection. Je suis jamais allée sur un site, les sites qui sont dédiés pour les intérieurs designers, pour poser mon CV. Je l'ai jamais fait. Donc, ça a toujours été en fait ma communauté Instagram, Facebook, qui a toujours poussé FH un peu plus loin, qui a recommandé, etc. et qui m'a permis de faire de belles choses. Donc, il faut pas négliger. Ok, maintenant j'aimerais quand même qu'on termine en parlant des obstacles. Qu'est-ce qui a quand même été un peu difficile? Est-ce que ta famille, tes parents, qui ont envoyé leur fille du Gabon pour venir en France, étudier, faire de l'ingénierie, comment ils ont accueilli le fait que tu te retrouves à faire du design, de l'architecture d'intérieur? Parce que c'est pas la même chose. C'est une très très belle question que tu poses parce qu'effectivement mon papa il a eu du mal en fait à comprendre que pour lui sa fille était dans son bureau, c'était son ingénieur, voilà, c'était sa fierté. Après moi j'ai une relation qui est très fusionnelle avec mon papa dans le sens où j'ai pu aussi et j'ai toujours su lui montrer, lui faire comprendre mes choix. Voilà.
Donc, ma maman, elle a toujours su que j'avais cette âme-là créative en moi et aujourd'hui, elle en est très fière quand on la reconnaît dans les rues en disant « Ah, maman Fancy !» Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle un peu. Mais mon papa, il a dû avoir... Enfin, c'est quand même... C'était lourd. Il disait à mon chéri « Mais non, comment ça, Sergine ?» C'est ce qu'on m'appelle Sergine. « Comment ça, Sergine va faire que ça? Non, c'est mon ingénieur et tout. Il faut essayer de convaincre. » Et je lui ai dit « Papa, regarde toute la clientèle qu'on a au pays. » Et là, il m'a dit « Ah ouais, tu travailles pour telle personne, pour tel ministre, pour tel... » Il était choqué. Et il a vu en fait la chose grandir. Et je pense aujourd'hui, il regrette peut-être le fait que je vais pas finir ma vie cadre dans une grosse entreprise pétrolière. Mais d'un autre côté, il est très fier de voir ce que je suis capable de faire avec cette activité-là. Donc, ça fait quand même 5 ans que je suis là-dedans. J'ai pas tout laissé d'un coup. En fait, c'est un processus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que tu es à temps plein ou tu es toujours... Alors, je suis toujours, mais bientôt, du coup, parce que je me suis vue confier un très, très gros panel encore de projets avec un promoteur IMO. Donc, qui est axé luxe. Et là, c'est plus possible, en fait. Je pense que je suis arrivée au bout de mes limites. Là, c'est soit le choix de faire une impasse sur ma famille, parce que je dors quasiment pas. Hein. Je dors à 4 heures, voilà. C'est bien de dire ça, parce que quand c'est moi, les gens pensent que je suis unique ou hybride. Mais en fait, c'est la réalité de beaucoup de gens. C'est la réalité. C'est la réalité. À 4 heures, j'envoie des mails. À 4 heures, je suis en train de faire des plans. À côté, j'ai mon chéri qui dort, qui a envie aussi que sa femme arrête de travailler. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix et se dire, voilà, arrêtez tout. Moi, j'ai quand même, comme je le disais tout à l'heure, c'est après 2 ans que j'ai commencé à générer vraiment du cash, à me dire « Ah ouais, je peux vraiment en vivre ». Et aujourd'hui, donc 3 ans après, oui, mon boulot d'ingénieur, ça représente plus grand-chose en fait. Je l'ai conservé pour des raisons personnelles et je pense que les gens vont découvrir ça plus tard. J'aurai l'occasion de pouvoir en parler. Quelle est la raison en France? Et donc oui, il y a eu plein de choses. Et en fait, moi, je suis pas une personne pressée. Je suis pas. J'aime bien faire les choses. J'aime tout programmer. Et voilà. Et je me suis dit, et encore, je faisais un live il y a 2 semaines sur le sujet où je disais aux gens, ne soyez pas pressés en fait, parce qu'il y a toujours des personnes de ma communauté qui me disent, mais comment ça se fait que tu es toujours... Non les gars, il y a un processus et j'accepte en fait de toujours me donner tous ces sacrifices parce que c'est beaucoup de sacrifices. Et je les accepte parce que je me dis, il y a des choses à faire à côté. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. On va passer à... Full time. Ouais. Super. Et là, tu abordes une thématique très importante, hein, celle de la transition. C'est-à-dire que, et la transition, tu l'as bien compris, elle n'est pas que financière en réalité. Il y a aussi l'équilibre de vie. C'est-à-dire que forcément, plus... Moi, je dis souvent que l'un des indicateurs, justement, et c'est peut-être ça, c'est cette saturation-là qui fait que tu te rends compte que, en fait, si je continue comme ça, je vais devoir sacrifier quelque chose qui est très important. Dans ton cas, par exemple, c'est la famille. C'est-à-dire que déjà que je n'ai pas toute l'énergie et le temps que je voudrais, si en plus je cumule encore tel ou tel autre projet, ça va péter. Et donc là, effectivement, c'est peut-être le signe qu'il faut rompre. Maintenant, tu as validé le fait que financièrement, le nouveau business, c'est pas juste des zigzags, c'est que tu as vraiment une continuité. Et puis j'aime souvent dire que quand on est aussi à ton niveau d'expérience, si demain tu as envie de revenir sur le marché, honnêtement, je pense pas que ton CV va faire 6 mois. Tu vas trouver un truc. Donc dis à ton père de se rassurer par rapport à ça. Si ça ne marche pas, tu peux toujours faire marche arrière pour revenir dans une carrière plus conventionnelle. Mais du coup, au niveau de ton boulot, par exemple, est-ce qu'ils savent ce que tu fais? Ou alors c'est secret, parce que parfois, si tu veux, il y a des employeurs qui ne supportent pas qu'ils aient des ressources qui fassent autre chose, parce qu'ils vont se dire, mais elle triche. Forcément, quand elle est au bureau, elle ne fait pas le boulot du bureau parce qu'elle est en train de faire son business à côté. Est-ce que tu as eu ça? Alors, vu que dans toutes les entreprises que j'ai pu faire, parce que j'ai fait Technip, puis j'ai fait EDF, ils savaient que je faisais autre chose à côté. Aujourd'hui, je suis dans une société de conseil. J'ai accepté en fait un autre boulot après avoir fait 1 an à tester aussi encore FH. J'ai pris quelque chose qui est beaucoup plus light.
tu es chef de projet, voilà, tu fais tout ce qui est finance, etc. Et il y a quelques collègues qui savent. Juste mon supérieur, qui je pense ne sait pas encore pour le moment. Quoique, peut-être qu'il saura, peut-être qu'il s'en doute. Mais ils ont su grâce aux réseaux sociaux. Ah, donc, ils sont allés fouiner dans ta vie. Voilà. Incroyable, les collègues. Il y a un qui a trouvé et un jour il est venu, il m'a dit « Ah, la décoratrice des stars !» Je dis « Comment ça ?» Et là, il me montre « Ah, mais je t'ai trouvé, regarde ça. » Mais en fait, j'ai compris derrière, c'est parce que j'ai 2 profils en fait LinkedIn. Et je pense qu'il a fait des recherches. Voilà, c'est ça, il a trouvé... Pourquoi il t'a appelé décoratrice des stars? Tu décores pour des stars? Parce qu'en fait, oui, j'ai... bon, après, je vais taire les noms, mais oui, il y a eu de grosses villas, du coup, qui ont été faites, voilà. Qui sont sur tes pages? Qui sont sur... Pas toutes. Est-ce que ton collègue a pu les voir? Pas toutes. En fait, il y a une seule, je pense qu'il allait dans la story où j'en parlais. Ah ouais, il allait loin. Oui, il allait loin et... Enfin, c'est juste marrant. Mais oui. Ok, en tout cas, c'est une très belle histoire que tu es en train de vivre. On te souhaite beaucoup de succès. Et comme quoi, un truc dans lequel que les gens négligent, parce qu'au final, c'est un peu négligé, si c'est bien fait, ça peut rapporter gros. C'est quoi comment tu te projettes maintenant? C'est quoi la suite pour toi dans 5 ans? Alors la suite, elle est, comment dire, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Ouais. Il y a déjà créer ma marque de mobilier au Gabon. Parce que je travaille beaucoup avec les artisans locaux et je pense qu'ils sont géniaux en fait. Ils ont juste besoin d'être managés, ils ont besoin d'être encadrés. Donc l'objectif des prochains mois, c'est de me focus en fait là-dessus, au Bénin et au Gabon. Parce que je commence à étendre un peu, créer une marque de mobilier, j'espère y arriver. À côté de ça, je voudrais pas juste que FH soit juste tagué côté architecture et design. Je pense développer également un studio créa. Donc on y pense de plus en plus parce que je reçois aussi beaucoup de demandes de conseils dans ce domaine. Communication, studio créa. On le fait déjà pour nos clients. Typiquement, lorsqu'on doit rénover un local commercial, on les accompagne aussi dans tout ce qui est création des supports de communication, etc. Enfin, voilà, je vois un peu le compte Instagram. Donc, aller là-dedans, me développer encore plus en Afrique, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses encore à faire. Je travaille dans pas mal de pays. On a travaillé au Bénin, Abidjan, Congo, Gabon. Je pense que je peux encore aller... Au Cameroun, j'ai travaillé sur un projet, mais à distance. Okay. Donc, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. J'aimerais vraiment bien étendre FH là-bas. Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, oui, on a travaillé sur des projets en Côte d'Ivoire. Quand même. Ok, d'accord, très bien. Dernière question pour toi. S'il fallait que tu donnes un conseil à toi il y a 5 ans, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir il y a 5 ans quand tu te lançais au tout début et qui pour toi aurait fait une différence? Si j'avais un conseil à donner à mon moi d'il y a 5 ans, ce serait peut-être d'être moins perfectionniste. Parce qu'à plusieurs étapes dans ce process, je pense que le perfectionnisme a été un boulet en fait pour moi. Okay. Parce qu'il y a plein de choses que je voulais mettre en place, mais j'attendais la parfaite structure, la parfaite luminosité, la parfaite équipe, la parfaite caméra, etc. Donc j'ai loupé plein de choses sur lesquelles j'aurais pu faire vraiment, communiquer, faire de belles choses. Typiquement, je voulais créer un e-magazine YouTube depuis que j'ai commencé. Là, je suis toujours en balbutiement là-dessus parce que je n'ai pas encore trouvé. J'ai une équipe qui m'accompagne, un caméraman, un vidéaste, un photographe au pays et ici, donc il y en a 2. Mais je trouve que, surtout pour les projets à distance, donc au Gabon, quand je suis pas là, c'est pas pareil en fait. Donc la vidéo va venir et on va la retravailler 10 fois et ça fatigue tout le monde. Donc le perfectionnisme c'est bien, mais voilà, si j'avais un conseil à me donner, c'était meuf, fonce plus en fait. Je pense que je devais peut-être être encore plus loin que le niveau actuel. C'est sûr, le perfectionnisme ça peut être un défaut dangereux parce que
ça peut te freiner en fait. Bah oui. Et c'est là où c'est très dangereux. C'est bien parce que ça te pousse à rechercher l'excellence, le petit détail. Et au fond, c'est le petit détail qui fait la maîtrise. C'est-à-dire que, comme souvent, dans la décoration par exemple, si tu agences mal ce truc, l'œil humain, je sais pas pourquoi, mais il détecte. Il détecte. Si tu as une chemise, si ta veste, là, tu avais une tache rouge, on va voir quelque chose. Bah oui. Et c'est comme ça. Donc, aller chercher ce petit détail-là, le corriger, c'est aussi ça qui fait qu'on est un maître, c'est-à-dire qu'on maîtrise. Donc ça, c'est bien. Mais fondamentalement, ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est qu'en fait, la maîtrise, c'est le résultat du temps. C'est-à-dire que, tu l'as dit, si tu avais commencé il y a de cela X nombre de temps, c'est comme tout. Hein. Aujourd'hui, quand tu vois comment tu travaillais il y a 5 ans, il y a par photo à tous les niveaux. Bah oui. Dans l'organisation, tu prends plus rapidement les décisions. Ouais. Et parfois, c'est ça en fait le problème du perfectionnisme, c'est que vous pensez que vous allez faire un travail parfait, mais en fait non. Vous devez mieux avoir 7 sur 10 4 fois plutôt que 9 sur 10 une fois. Bah oui. Parce qu'au final, 4, 7 sur 10, et bien au 5e, tu peux commencer à faire des 8 sur 10 en fait. Après des 9, ainsi de suite. Donc c'est un très bon conseil que je te parle. Et c'est pour ça que je dis souvent genre, les gens n'ont pas compris ça. Moi, sur ma chaîne, j'ai plus de pratiquement 1300 vidéos. Ah ouais. Bah oui, comment tu fais Énorme. Comment tu fais 1300 vidéos si chacune d'entre elles doit être parfaite? Bah oui. Impossible. Bah oui. Bah, je te vois des moments filmés avec ton téléphone, tu vois. Ce sont des choses, typiquement, moi je pourrais pas. Je vais me dire, ah mais non, c'est pas parfait. Parfois tu te dis, mais en fait je suis pas rasé. Mais c'est pas grave. Parce que c'est la vraie. Et au final, tu vois, tu te rends compte que. En fait, les gens ils s'en foutent en fait. Ouais, ils s'en foutent. Et c'est toi qui. C'est toi en fait qui est focus là-dessus. Ouais, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça. Ouais. Ça va me donner une image de. Mais parfois, quand tu casses cette image, bah en fait, ça te rend plus naturel. Ouais. Ça te rend plus authentique. Ouais. Et c'est pas plus mal. Ouais. Donc voilà, c'était ça mon conseil. Après, si je pourrais donner, mais là, ce sera pas à mon moi, hein, parce que moi, quand je me suis lancée, j'ai voulu bien faire les choses, créer ma structure, etc. C'est du coup à des personnes qui souhaitent se lancer dans le domaine de se former. Ça, c'est primordial. Accepter de faire 1 an, 2 ans de formation tout en gardant en fait son statut salarié, ça c'est vraiment très très important. Ne pas se laisser séduire par toutes les formations qui existent en architecture d'intérieur parce que ça devient très en vogue et c'est un peu n'importe quoi aujourd'hui. Comment tu reconnais la bonne formation alors? Il suffit de voir le contenu. Il suffit de voir est-ce que la formation est RNCP, est-ce que c'est un titre qu'on obtient, c'est un titre d'architecte d'intérieur, c'est un titre de décorateur. Quel est le titre en fait qui est donné? Et il y a même plusieurs formations en fait qui te permettent même pas d'avoir de titre à la fin. Donc je pense qu'il faut faire aussi un vrai travail derrière, googliser, appeler et essayer de demander pas juste la plaquette, essayer de se déplacer, de voir comment sont les choses parce qu'on ne dépense pas 3 000 euros, 2 000 euros juste comme ça. Et après de créer sa structure et de bien faire les choses parce que typiquement si vous avez un client qui vous paye pas, comment vous allez pouvoir en fait faire valoriser votre travail? Moi ça m'est arrivé. Et ça, c'était c'était 2 mois avant que je crée. Et c'est même le truc qui m'a fait me dire, en fait, non, il me faut un SIRET, il me faut déclarer la structure. C'était le premier projet en fait de FH. Et le client n'a pas voulu payer. Incroyable. Oui, personne de la communauté. Donc tu viens, tu bosses et après il ne veut pas payer. Oui, j'ai tout fait et j'ai été bête en fait de ne pas demander de paiement. Tu sais, quand tu as l'engouement, le début et tout ça. Et je l'ai bien payé. Après, je suis allée voir un avocat qui m'a dit, mais en fait, on ne peut rien faire. Et il m'a dit, écoutez, vous êtes ingénieur. Normalement, les ingénieurs, vous êtes méthodiques. Considérez ça comme un exercice que vous avez à faire et étudier la chose. Et quand il m'a dit ça fait tilt. Je suis rentrée chez moi, j'ai discuté avec mon chéri, on a dit non, là on fait bien les choses. Et on a créé, c'était juste après. Parfait. Faites attention à ça. Parfait. Dis-moi quand même, parce que je pense que c'est important d'en parler. Pourquoi avoir cette estampille luxe? C'est marrant parce qu'à chaque fois, c'est le truc qui revient. Moi, je suis pas forcément... Je pense que c'est la qualité du travail qui est délivré qui font penser aux gens qu'on est absolument orienté luxe.
Mais en fait, on fait pas juste de luxe. C'est vrai que à 70% des projets, c'est quand même de gros projets, ça c'est sûr et net. Mais un monsieur et madame tout le monde qui vient avec un budget de 3 000 €, je peux faire en fait quelque chose dans les 3 000 €. Il faut juste comprendre que ce ne sera pas les mêmes matériaux, ce ne sera pas du marbre, ce sera peut-être un effet marbre, ce ne sera pas du chêne, ce sera peut-être un effet chêne. Il faut juste comprendre en fait que les matériaux seront différents. Mais le but derrière, c'est toujours de franciser, d'apporter quand même une touche fancy. Donc non, je ne suis pas orientée luxe. FH n'est pas forcément orientée luxe, même si la majorité des projets se trouvent là-dedans. Mais ça, c'est pas dépendant de nous. Hein. Peut-être que ce sont les tarifs aussi. On en sait trop rire. Ça marche. Merci beaucoup, Lucrèce, de à l'exercice de l'interview, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi pour l'invitation. Donc voilà, je pense que vous avez compris, hein, ceux d'entre vous qui sont encore salariés ou qui ont des projets ou qui ont des excuses tout simplement. Lucrèce vous a montré un peu son parcours. Elle a eu des obstacles, elle les a franchis, elle s'est fait arnaquer, elle a su en tirer des leçons. Et aujourd'hui, elle est sur une pente ascendante et on ne lui souhaite que du bonheur. Merci. Tu reviens nous voir quand tu veux. Et pour ceux d'entre vous qui veulent la rencontrer, elle sera probablement avec nous le 28 mai à Paris. Donc, à très bientôt. À bientôt, bye.